On voit bien ça. Dans les faits, avec les exemples qu'on vient de voir, alors, les exemples n'étaient pas très nombreux, mais n'empêche que ça suffit pour généraliser, parce qu'on pourrait en prendre plein d'autres. On observe quand même quelque chose de générique. Les molécules que j'ai prises, c'était toutes des molécules. Je n'ai pas pris d'ion. J'aurais pu, mais simplement, il n'y avait pas dans les exemples que j'ai choisis. Mais à chaque fois, le nombre d'oxydations cumulé de tous les éléments, ça fait, dans tous ces exemples, 0. Mais regardez pour le dioxygène. Pour le dioxygène, ça faisait 0 plus 0. Ça fait bien 0. Pour l'eau, ça faisait 2 fois plus 1 pour l'hydrogène, moins 2 pour l'oxygène. Ça fait bien 0. Pour notre molécule de peroxyde d'hydrogène, 2 fois plus 1 pour les deux hydrogènes et 2 fois moins 1 pour chacun des oxygènes. Ça fait 0. Vous regardez sur la molécule un peu compliquée, vous le ferez par vous-même, vous vérifierez, d'accord ? On trouve 0 aussi quand on additionne donc les nombres d'oxydation de chacun des atomes présents dans la molécule. Et si on avait eu des ions, on n'aurait pas trouvé 0, on aurait trouvé la charge. SO4 2-, si on additionne les nombres d'oxydation du soufre, les cas d'oxygène, on trouverait comme nombre d'oxydation global, la somme, moins 2. En gros, quand on additionne, on trouve la charge en valeur algébrique. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a une manière de faire qui peut être indirecte même quand on ne connaît pas la structure de Lewis de l'espèce qui nous intéresse. Parce que des fois, la structure de Lewis, elle n'est pas si simple que ça à établir. D'accord ? Bon, là maintenant qu'elle est écrite, elle semble évidente. Encore que, pourquoi il y a 2 liaisons simples et une seule double et pas une autre combinaison? Pourquoi c'est l'azote qui est au milieu et qui n'est pas sur le côté? Il y a plein de raisons de se dire elle n'est pas si simple que ça à établir cette fonction de Lewis, enfin cette molécule de Lewis. D'accord? Donc quand on ne la connaît pas, ce n'est pas forcément si simple que ça de l'établir. Donc on peut le faire comme ça, si on l'a. Mais si on ne l'a pas, cette structure de Lewis, aboutir à ce qui est ici, ça va être franchement coton. Mais je sais déjà et à l'avance que de toute façon, le nombre d'oxydation global de cet ion, nitrate, c'est moins 1. Je sais ça. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai constaté sur toutes les molécules que j'ai pu étudier jusqu'à présent, sur lesquelles j'étais capable de faire la répartition électronique, que la somme des nombres d'oxydation, ça fait la charge en valeur algébrique. Et donc, si je sais déjà ce résultat-là, si je connais le nombre d'oxydation d'un des deux éléments, je peux de fait en déduire le nombre d'oxydation de l'autre élément. Mettons que je sache déjà que le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Je n'ai pas besoin de la formule de Lewis pour savoir que, de fait, le nombre d'oxydation de l'azote dans cette molécule, c'est forcément plus 5. Parce que 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Si le nombre de l'oxydation de l'azote, moins 6, ça fait moins 1, forcément, le nombre d'oxydation de l'azote, ça doit être plus 5. Je n'ai pas besoin de la formule, je n'ai pas besoin de savoir comment c'est arrangé à l'intérieur. Il me suffit de connaître le nombre d'oxydation d'un élément pour en déduire celui de l'autre. Okay ? Et on va pouvoir appliquer ça, et on ne se gêne pas pour l'appliquer, dans des tas de cas où on pourra déduire relativement facilement le nombre d'oxydation. Parce qu'il y a quelques règles simples. Il y a 2-3 éléments qui prennent pratiquement toujours le même nombre d'oxydation. L'hydrogène, par exemple, est un élément qui perd très facilement ses électrons. S'il est très facilement oxydable, ben oui, quand on perd ses électrons, on est oxydable, d'accord? Ça veut dire qu'il va être pratiquement tout le temps à plus 1. Et bien, si je sais que dans quasiment toutes les molécules où je le rencontre, il est à plus 1, je pourrais facilement en déduire quel est le nombre d'oxydation des autres éléments. Dans CH4, le nombre d'oxydation du carbone, c'est moins 4. Pourquoi? Parce que si chaque hydrogène est à plus 1, fatalement, il faudra que le carbone soit à moins 4. D'accord? Voilà, je n'ai pas besoin de décider.
Je l'ai de fait. Alors, il y a quand même quelques exceptions. Les exceptions où l'hydrogène n'est pas à plus 1, ce sont les hydrures métalliques. Vous allez être assez peu, dans le cadre de vos études, confrontés à ce type de composé. C'est quand l'hydrogène réagit avec les éléments du début du tableau périodique, donc les métaux qui se trouvent dans les colonnes tout à gauche du tableau périodique. Lithium, sodium, etc. etc. Ces composés-là existent, bien entendu, de fait, sont très réactifs, mais sont assez peu présents dans les systèmes biologiques, donc ne devraient pas beaucoup intervenir dans vos futures études. Mais ils existent. Donc quand on a de l'hydrogène en présence d'un de ces métaux, du début donc, de la partie gauche du tableau périodique, on a effectivement des hydrures où c'est le métal qui est moins électronégatif que l'hydrogène, donc l'hydrogène se retrouve avec l'électron. Il a enfin réussi à choper l'électron à quelqu'un. D'accord ? Et puis, bien entendu, ça c'est une évidence, j'espère que vous l'aviez réalisé, dans le dihydrogène, on a une molécule homoatomique, donc comme on a une molécule homoatomique, l'hydrogène dans cette molécule-là, forcément, il est à 0. D'accord ? Mais ce n'est pas à proprement parler une exception. C'est juste que dans cette molécule-là, de fait, il doit être à 0 puisque c'est son état d'oxydation de base. Sinon, dans tous les autres types de molécules, on aura de l'hydrogène qui sera à plus 1. L'oxygène aussi, c'est très pratique, c'est en haut, à droite du tableau périodique, donc très électronégatif. Donc c'est quasiment toujours lui qui vole, entre guillemets, les électrons de ses compagnons moléculaires. Et donc s'il vole ces électrons, et qu'en général il fait 2 liaisons, il sera pratiquement tout le temps à -2. Sauf, on vient de le voir, quand on a affaire à un peroxyde, une liaison oxygène-oxygène, le peroxyde d'hydrogène, d'accord ? Et des molécules avec des liaisons oxygène-oxygène, il y en a des palanquées, il y en a énormément, d'accord ? Donc, l'eau oxygénée évidemment, mais toutes les molécules où on trouvera cette suite oxygène-oxygène, d'accord ? Ces molécules sont toutes relativement instables, d'accord ? Elles sont à l'origine des phénomènes d'oxydation cellulaire. D'accord ? Vous avez peut-être entendu parler, vous avez vu les crèmes anti-radicaux libres et tout le bazar qu'on vend à la télé. D'accord ? Eh bien, c'est pour détruire ce type de molécules-là qui, effectivement, sont très réactifs et sont formés par des réactions d'oxydation diverses et variées au sein des cellules, mais qui sont très agressives pour des molécules un peu fragiles comme l'ADN, l'ARN et consorts. Dans la même famille, je les ai mis à côté parce qu'on leur donne un nom différent, mais vous vous rendez bien compte que c'est le même problème, d'accord ? On a aussi des choses qui s'appellent des paires acides. Ce sont comme des acides, mais au lieu d'avoir un oxygène unique, OH, on a OOH, mais ils rentrent dans la même famille, d'accord ? C'est le même groupement. Donc en gros, toutes les molécules où on va avoir une liaison oxygène-oxygène, on aura de l'oxygène qui sera non pas à -2, mais simplement à -1. Et elles sont faciles à reconnaître. Comment ? Parce que si on les a sous les yeux, on voit bien qu'il y a une liaison oxygène-oxygène, et puis voilà, le problème est réglé. Et si on ne les a pas sous les yeux, mais qu'on vous a donné leur nom, il y aura le mot per-ox dedans. Per-oxyde, per-acide, d'accord ? Il y aura ce terme-là dedans, parce que c'est une fonction très réactive, et qu'on a tendance à nommer les molécules en fonction de leur molécule, de leur fonction, par rapport à leur fonction la plus réactive. Donc, comme c'est une fonction très réactive, on appellera généralement ces molécules qui contiennent une liaison oxygène-oxygène des peroxydes ou des peracides de ceci ou de cela. Après, ça va dépendre de ce qu'on aura derrière. Donc, vous les reconnaîtrez à leur nom ou à leur forme. Elles ne sont pas difficiles à identifier. Et puis, bien entendu, mais c'est comme pour l'hydrogène, il y a les molécules homoatomiques de l'oxygène. Simplement, là, il y en a 2. Il y a le dioxygène et le trioxygène qu'on appelle l'ozone, où là, évidemment, l'oxygène est à 0. Mais ça, c'est juste une évidence, il faut simplement s'en rappeler, ne pas l'oublier. Donc, de l'oxygène à -2, quasiment tout le temps. Et puis, dans les trucs sympas et qui permettent de s'en rappeler facilement,
mais qui est un petit peu moins bien établie que les précédentes. Les alcalins, eux, c'est-à-dire la première colonne du tableau périodique, sont pratiquement tout le temps, il n'y a quasiment pas d'exception, à plus 1. D'accord ? Ils sont très, très, très peu électronégatifs. Donc ils ont tendance, puisqu'ils sont tout à gauche, ils ont tendance à perdre tout le temps leur seul électron célibataire qu'ils ont sur la couche externe. Il n'y en a qu'un. Et ils le perdent très facilement. Donc pratiquement tout le temps à plus 1. Et puis les alcalinotéreux, ceux qui sont dans la deuxième colonne, ils ont 2 électrons à l'extérieur, très électropositifs, très peu électronégatifs, donc ils ont tendance à perdre aussi leurs 2 électrons tout le temps. Donc quand vous voyez une molécule où il y a du sodium dedans, eh bien ce sodium, il est probablement à plus 1. Une molécule avec du magnésium, ce magnésium, il est très probablement à plus 2. D'accord ? Et il n'y a quasiment pas, ou très peu, en tout cas dans les champs qui vous concernent, d'exception à cela. Ça veut donc dire que quand on va se retrouver face à une molécule comme celle-là, c'est tout simple. C'est tout simple. Le sodium, c'est bon, c'est réglé, il est à plus 1. L'oxygène. L'oxygène. L'oxygène, dans cette molécule, on pourrait avoir des liaisons oxygène-oxygène. Donc ça peut être de l'oxygène normal, à moins 2, ou de l'oxygène de peroxyde, à moins 1. C'est forcément l'un des deux. Comment on sait ? Ça, c'est du perchlorate de sodium. C'est son nom, je vous le dis. Perchlorate. C'est perchlorate, pas peracide, peroxyde. Donc ça veut dire que l'oxygène, là-dedans, il est à moins 2. Il n'y a pas le mot peroxyde, il n'y a pas le mot peracide à l'intérieur, c'est de l'oxygène à moins 2, sinon on aurait pris la peine de l'indiquer. D'accord ? Si j'ai de l'oxygène à moins 2, du sodium à plus 1, en déduire, sans connaître la formule de Lewis, le nombre d'oxydation du chlore de cette molécule, c'est aussi simple que d'écrire ça. La somme des nombres d'oxydation, ça fait 0. J'en connais 2 sur 3. Donc celui du sodium, du chlorure, je le sors. Ce sera le nombre d'oxydation de la molécule, c'est 0, forcément, puisque c'est une molécule, sa charge, elle est nulle, moins les nombres d'oxydation des autres éléments. Donc celui du sodium, plus 1, et celui 4 fois celui de l'oxygène, moins 2, j'arrive à plus 7. C'est une bête addition, enfin une soustraction ici, juste ça à faire. Et même si je ne connais pas la formule de Lewis de la molécule, je peux quand même en déduire, alors que, a priori, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous avez vu, je ne l'ai pas dessiné, la molécule. Ça pourrait être un peu compliqué. Donc, chaque fois que l'on connaît, enfin, qu'on n'a qu'une inconnue, on connaît les autres, eh bien, on utilisera plutôt cette méthode-là que la méthode au lasso, on va dire, d'accord, en regroupant les électrons par différentes électronégativités, qui peut être un peu compliqué parce qu'on ne connaît pas toujours la formule de Lewis. Et que dans le cas de la chimie minérale, celle où il n'y a pas de carbone, c'est souvent compliqué d'établir une bonne formule de Lewis. Maintenant, je reviens à ma réaction de départ. Vous savez, celle où j'ai dit, ce n'est pas la deuxième qui est une réaction acide-base, qui est une réaction d'oxydoréduction, c'est la première. Est-ce qu'avec mes nombres d'oxydation, c'est cohérent ? Oui. Dans ma molécule de HCl, j'ai donc mon hydrogène qui est à plus 1, mon oxygène, mon chlore qui est à moins 1. D'accord ? Ça, on l'a vu. Moins 1, plus 1. Dans H2, molécule homoatomique de l'hydrogène, nombre d'oxydation d'hydrogène, 0. Dans Cl2, molécule homoatomique du chlore, nombre d'oxydation du chlore, 0. On est donc passé de 0 à plus 1 pour l'hydrogène, c'est une oxydation. De 0 à moins 1 pour le chlore, c'est une réduction. On a donc bien une réaction d'oxydoréduction. Il y en a bien un qui a gagné des électrons, l'autre qui en a perdu. Et puis, si on prend la deuxième ligne, dans HCl, mon hydrogène est déjà à plus 1, et puis dans H+, c'est un ion simple, j'ai juste à regarder combien d'électrons ont été perdus, donc H+, un électron perdu, plus 1.
Le chlore dans HCl, par les nombres d'oxydation, je l'ai déclaré à -1, et l'ion chlorure, un électron de gagné, ça se voit, c'est en ion simple, donc il est à -1. Sur la deuxième ligne, aucun changement de nombre d'oxydation, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Voilà, c'est tout simple. Avec cette notion de nombre d'oxydation, on a un deuxième ensemble plus complet, plus fin de définition de ce qu'est une réaction d'oxydoréduction. Plus fin parce que même si on ne voit pas l'échange électronique, on peut quand même l'identifier et définir les nombres d'oxydation et donc la nature de la réaction qui a conduit à cette oxydation ou cette réduction. On a donc maintenant une définition élargie, et c'est cette définition qu'on utilise à partir de maintenant dans le cours et dans tout ce qui suit. Une oxydation, c'est juste une réaction dans laquelle on aura au moins un élément chimique qui voit son nombre d'oxydation augmenter. Donc un élément chimique dont le nombre d'oxydation augmente. Et une réduction, c'est le contraire, une réaction pour laquelle il y a un élément chimique dont le nombre d'oxydation diminue. Donc dans une réaction d'oxydoréduction, plus large, on aura un élément chimique qui voit son nombre d'oxydation augmenter et c'est important qui est le « et », un autre élément chimique, ou le même éventuellement, d'accord, parce que ça pourrait très bien être le même, on appelle ça une réaction de dismutation, un autre élément chimique dont le nombre d'oxydation, lui, va diminuer. Un qui monte, un qui descend, réaction d'oxydoréduction. Seulement un qui monte, réaction d'oxydation, seulement un qui descend, réaction de réduction. À quoi sert également cette notion de nombre d'oxydation? En particulier à équilibrer correctement et sans faire d'erreur les réactions d'oxydoréduction, donc les réactions qui font intervenir ces échanges électroniques. A priori, c'est pas difficile, vous avez déjà fait ça plein de fois. Oui, vous avez déjà fait ça plein de fois. Et quand on met des réactions un tout petit peu complexes à équilibrer, vous êtes en moyenne 40 à 50% à vous planter. D'accord ? Donc les éléments d'équilibrage que vous avez actuellement ne fonctionnent pas. En tout cas, pour plus de la moitié d'entre vous, quand on est en examen sur une réaction équilibrée qui est un tout petit peu plus complexe que Cu2 plus Zn donne Cu plus Zn de plus. D'accord ? Alors, on part déjà sur quelque chose de simple. Il faut suivre cette procédure pour y arriver à chaque fois. La première chose, quand on a un couple, ici on a un couple d'oxydoréduction, du dioxygène et de l'eau. On connaît la forme oxydée, on connaît la forme réduite. Vous devez d'abord commencer par vous poser, est-ce que j'ai bien les deux ensembles dans le bon ordre? Est-ce que c'est bien la forme oxydée, la forme réduite? Et pour ça, il faut poser la demi-réaction. Demi-réaction, ce n'est pas une réaction entière. Non. Par convention, mais c'est juste une convention d'expression, quand dans une réaction on fait apparaître les électrons, on appelle ça une demi-réaction. Et on aura la réaction complète quand on combinera deux demi-réactions pour supprimer, ne plus voir les électrons. Donc ici, on aura une demi-réaction, puisqu'on a une forme oxydée, une forme réduite, on aura juste une oxydation. Et cette demi-réaction, on l'écrit toujours, toujours, toujours sous cette forme-là. La forme oxydée plus les électrons qui donnent la forme réduite. C'est une convention, mais une convention qui est importante parce qu'elle veut dire qu'on va tous l'écrire dans le même sens et qu'on aboutira in fine tous au même résultat. S'il y en a la moitié qui le font dans un sens, la moitié qui le font dans l'autre sens, forcément, il y aura 50% de résultats dans un sens, 50% de résultats à la fin dans l'autre sens. Ce n'est pas possible. Donc la convention, c'est on l'écrit forcément dans ce sens-là. Donc dans le sens, vous avez bien compris, d'une réduction. On écrit toujours ces demi-réactions dans le sens d'une réduction. La forme oxydée qui donne la forme réduite. Donc ici, la forme oxydée, c'est l'oxygène. La forme réduite, c'est l'eau. Ah bon? Bah oui. Dans la forme oxydée, ici le dioxygène, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est 0. Molécule homoatomique de l'oxygène, je l'ai déjà dit plein de fois. Et dans H2O,
l'oxygène est à -2. Pourquoi est-ce que l'oxygène est à -2 ? Parce que ce n'est pas une exception de l'oxygène. Donc si ce n'est pas une exception de l'oxygène, ce n'est pas un peroxyde, d'accord ? Donc l'oxygène est à -2. Point, c'est tout, problème est réglé. Je n'ai pas besoin de refaire les petits ballons de tout à l'heure, c'est juste une évidence, d'accord ? Il faudra rajouter des électrons. Et la première chose que vous devez faire, et c'est souvent là qu'il y a les premières erreurs, c'est d'équilibrer le nombre d'atomes qui changent de niveau d'oxydation. Ici, les atomes qui changent de niveau d'oxydation, clairement, ce sont les oxygènes. Du côté du dioxygène, il y en a 2, donc de fait, il va m'en falloir 2 de l'autre côté aussi. D'accord ? Je m'occupe de rien d'autre, hein. Uniquement des atomes de l'élément qui change de niveau d'oxydation, que j'ai identifié ici comme étant l'oxygène. 0 d'un côté, -2 de l'autre. Ensuite, et c'est là que c'est important, et c'est là que vous ne faites pas en général, parce qu'on ne vous a pas appris à le faire comme ça, que vous ne le faites pas, on calcule dès cet instant-là le nombre d'électrons échangés. Le nombre d'électrons échangés, c'est juste la variation du nombre d'oxydation. Du côté du dioxygène, j'ai 0. Enfin, 2 fois 0. D'accord ? Il y a 2 oxygènes qui sont à 0, donc 2 fois 0. Du côté de l'eau, j'ai 2 fois -2. La différence, c'est 2 fois -2. Enfin, 0 moins 2 fois -2. Hein. Voilà. Ce qui fait 4. Enfin, -4. Donc, 4 électrons. Et je mets ça maintenant, tout de suite, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pourquoi ? Parce que ce que je viens de calculer là, c'est quasiment le seul truc qui soit important dans tout l'équilibrage. C'est ça qui est le plus important. Si vous le calculez à la fin, comme on vous a expliqué de le faire, pour que ce soit équilibré électriquement de chaque côté, vous allez mettre le nombre d'électrons qui va bien pour que ce soit équilibré électriquement. Et je peux vous garantir que 50% d'entre vous l'auront fausse. D'accord ? Mais si vous le faites en amont, et qu'à la fin ça ne colle pas électriquement, vous saurez que vous vous êtes planté quelque part. Et donc vous aurez la possibilité de corriger. Donc ici j'ai 4 électrons. Donc c'est la variation du nombre d'oxydation. Ensuite, maintenant que j'ai fait ce qui est important, je vais m'occuper de ce qui est moins important. Les autres éléments chimiques, ceux, et ça c'est super important, qui ne changent pas de niveau d'oxydation. Dans une demi-réaction, telle qu'elle est écrite ici, il n'y a qu'un élément chimique qui peut changer de niveau d'oxydation. Un et un seul. Ici, c'est l'oxygène. Ça veut donc dire que mes hydrogènes qui sont présents dans l'eau du côté des produits et qui sont à +1 doivent également être à +1 du côté des réactifs. Et de l'hydrogène à +1 en solution aqueuse, eh bien, c'est tout simplement des ions H+, des ions hydronium. D'accord ? Mais pourquoi on est en solution aqueuse ? Je veux dire, le dioxygène, là, il est gazeux. Pourquoi je serais en solution aqueuse ? D'abord, il y a de l'eau là-bas de l'autre côté, donc on va bien être en solution aqueuse, d'accord ? Et de toute façon, si on a des ions, il n'y a que 2 milieux dans lesquels on peut trouver des ions. Les solutions et les plasmas. C'est plus rare, les plasmas, d'accord ? Ce sont des gaz surchauffés à plusieurs milliers de degrés. Si on était dans un plasma, là, on nous l'aurait indiqué. D'accord ? On n'est pas dans un plasma, donc a priori, on est dans une solution. Et dans une solution, aqueuse pour qu'il y ait de l'eau, d'accord, à disposition, fatalement, on aura forcément des ions H+, et des ions H-, bien entendu. Hein. Ça va de soi. Alors, ici, rien ne vous empêche, à la place de mettre H+, de mettre H3O+, l'ion hydronium hydraté. D'accord ? Mais simplement, si vous mettez H3O+, ici, à la place de H+, vous pensez à rajouter une molécule d'eau de l'autre côté. Oui, parce que H3O+, c'est un H+, et une molécule d'eau. Donc, il faudra la rajouter aussi de l'autre côté pour que ce soit équilibré. C'est juste des inconvénients pour pas grand-chose. Généralement, on ne s'embête pas avec ça. On met juste H+, puisque c'est ça dont on a besoin, et c'est réglé. Et il m'en faut 4, parce que j'avais besoin de 4 de ce côté-là.
Là maintenant, puisque j'ai équilibré les atomes périphériques, ceux qui ne changent pas de niveau d'oxydation, je peux faire la vérification de mon nombre d'éléments. Ça, normalement, c'est bon, hein, c'est ce que je viens de faire. Et surtout, des charges. Je dois avoir un équilibre des charges de chaque côté. Du côté des produits, j'ai 4 charges positives, 4 charges négatives, c'est neutre. Du côté des réactifs, c'est neutre puisqu'il n'y a que de l'eau. C'est la même charge à droite, à gauche, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Si j'avais ici une différence de charge entre la partie réactif, la partie produit, c'est que je me suis trompé quelque part. J'ai donc un outil de vérification pour voir si je me suis planté. Si vous le faites comme on vous l'a expliqué à la majeure partie d'entre vous au lycée, arrivé à ce stade-là, quand j'ai bien mis mes hydrogènes, mes oxygènes et tout le bazar, je calcule la différence de charge entre les deux côtés et je mets le nombre d'électrons qui va bien pour que ce soit équilibré électriquement, je mets de fait le nombre d'électrons qui va bien. Et donc, je ne peux pas vérifier si je me suis planté. Et c'est bien ça le problème. D'accord ? En mettant le nombre d'électrons a priori, je peux vérifier à la fin que je ne me suis pas gouré. On fait quelque chose d'un peu plus compliqué. Comme exemple, oui, vous ne l'avez pas dans les diapos, c'est fait exprès. Br2 qui donne du bromure et un ion qu'on va appeler bromate. Ah mais il n'y a pas assez de réactifs là. Si c'est une réaction d'oxydoréduction, il faut un élément qui s'oxyde, un élément qui se réduit. Là, il n'y a que du Br2. Ça ne colle pas. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, il doit y avoir un élément qui s'oxyde et un élément qui se réduit, mais ça peut fort bien être le même élément. D'accord ? Donc ici, certaines molécules de Br2 vont s'oxyder, d'autres vont se réduire. Pas un problème. D'accord ? Alors, ça, et ça s'appelle une dismutation. Ça, clairement, c'est une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi ? Mais on voit bien que le brome, dans un cas, quand il devient Br2, capture des électrons. C'est donc une réduction. Et pour le bromate, si on a de l'oxygène à -2, ça correspondra à une oxydation. Donc on a une double réaction. Cette double réaction, on la coupe en 2 morceaux. Et on équilibre a priori les 2 demi-réactions indépendamment l'une de l'autre. Ça nous permettra de voir le nombre d'électrons échangés. Encore une fois, c'est ce qui est important. On a donc du dibrome qui va donner d'abord du bromure. Bon, là, on ne va pas chipoter. Hein. L'équilibrage est tellement simple qu'on ne passe pas quelques secondes à le faire. D'accord ? Et d'un autre côté, on aura nos bromates qui vont donner du... Pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là ? Je vous l'ai dit. La convention, et on doit la respecter, c'est la forme oxydée qui donne la forme réduite. On écrit toujours ces demi-réactions dans le sens de la réduction. Toujours, toujours, toujours. C'est ce que j'ai fait. D'accord ? Donc la première, c'est juste une évidence, c'est bon, c'est réglé, on ne fait pas de calcul. D'accord ? On pose le 2 et puis ça y est, c'est réglé. La deuxième, et puis bien entendu, ça fait 2 électrons, là, c'est réglé. On ne perd pas de temps. La deuxième, je commence par équilibrer, évidemment, le nombre d'atomes de l'élément qui change de niveau d'oxydation. Ici, clairement, c'est le brome. J'en ai 2 du côté de Br2, donc il m'en faut 2 du côté des bromates. Bon, j'écarte un tout petit peu, juste pour gagner de la place. Le nombre d'oxydation du brome dans Br2, c'est 0. Molécule homoatomique, c'est réglé, c'est instantané. Le nombre d'oxydation du brome dans les bromates, c'est plus 5. Je ne détaille pas. Vous avez le calcul, à vous de le comprendre. D'accord ? C'est important que vous le compreniez par vous-même. Mais ça fait plus 5. J'ai 2 atomes de brome, 2 atomes d'éléments brome, qui changent de niveau d'oxydation, qui passent de 0 à plus 5. La différence, c'est donc 2 fois plus 5, ça fera donc 10. D'accord ? J'ai donc ici à mettre 10 électrons, parce que j'ai 2 atomes qui passent de 0 à plus 5. Enfin, ici de plus 5 à 0, mais ça n'a rien en même. Les autres éléments
ceux qui ne doivent pas changer de niveau d'oxydation. D'accord? C'est de l'oxygène à -2 dans ma molécule de bromate. Ah, de l'oxygène à -2, je trouve ça comment? L'oxygène à -2, c'est l'oxygène qu'on trouve dans l'eau, on l'a déjà vu tout à l'heure. D'accord? Et là, je suis forcément en solution aqueuse. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai des ions. Les ions, je vais les trouver en solution. D'accord? Et puis, vu qu'il n'y a rien indiqué, je suis forcément en solution aqueuse, parce que sinon, on m'aurait dit que j'étais dans de l'alcool, dans de l'acide acétique ou n'importe quoi d'autre si je n'étais pas en solution aqueuse. Donc, j'ai des ions, je suis en solution. Il n'y a rien indiqué, donc je suis en solution aqueuse. Voilà. Okay? Si je suis en solution aqueuse, de l'oxygène à -2, j'en ai plein. Chaque molécule d'eau contient de l'oxygène à -2. Parfait. Alors, bien entendu, j'aurais pu aussi mettre H3O+, ou mettre OH-, puisque dans H3O+, et dans OH-, c'est aussi de l'oxygène à -2. D'accord? Alors, pourquoi je choisis l'eau? Parce qu'il n'y a aucune indication, on ne m'a rien dit, je prends la plus simple, c'est tout. D'accord? Si on m'avait expressément précisé que j'étais en solution acide, je prends plutôt H3O+. Si on me dit expressément que je suis en solution basique, je prends plutôt OH-. Mais si on ne me dit rien, la première fois où je le pose, je mets H2O et ça ira très bien. J'ai besoin d'oxygène à -2, je prends la molécule forcément la plus abondante et c'est bien. J'ai 6 oxygènes, donc il me faut 6 oxygènes à -2 de l'autre côté, 6 molécules d'eau. Le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai rajouté un autre élément. J'ai rajouté de l'hydrogène. Mais de l'hydrogène qui est à +1 et qui ne doit pas changer de niveau d'oxydation dans cette réaction. Pourquoi il ne doit pas changer? Parce que celui qui change, c'est le brome, ce n'est pas les autres éléments. Donc j'ai besoin maintenant, de l'autre côté, du côté des réactifs, d'hydrogène à +1. Mais ça, on a déjà vu. L'hydrogène à +1 en solution aqueuse, c'est des ions H+. Point, c'est réglé. Est-ce que j'ai d'autres éléments chimiques qui se baladent dans mes réactions? Non, j'en ai pas d'autres. D'accord? Donc, a priori, j'ai réglé ce problème-là. J'ai juste à vérifier qu'effectivement, c'est électriquement balancé dans les deux cas. Le premier, c'est une évidence. Le deuxième, ça me fait 12 charges négatives avec les bromates et les électrons, 12 charges positives du côté des réactifs. Et donc, c'est neutre, et de l'autre côté, c'est neutre également. C'est équilibré électriquement, je n'ai pas besoin de revérifier mes calculs. A priori, je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas besoin de les reprendre, puisque c'est équilibré électriquement. Et maintenant, il faut que j'ai une réaction d'oxydation qui se produise avec une réaction de réduction. Donc, je peux les présenter dans le bon sens. Et j'ai besoin qu'il y ait le même d'électrons échangés par la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. J'en ai 10 dans la deuxième, j'en avais que 2 dans la première. Je vais utiliser 5 fois la première réaction. J'additionne. Je fais donc disparaître de fait les électrons. Les 10 qui avaient été produits par l'une seront consommés par l'autre. Je fais la somme. Éventuellement, il peut se produire qu'on ait tous les coefficients stoichiométriques qui soient divisables par un facteur commun. C'est le cas ici. D'accord ? On peut tout diviser par 2. Alors, est-ce qu'on le fait systématiquement? Non, on n'est pas obligé. D'accord ? Mais c'est vrai que souvent, on tente de réduire les coefficients stoichiométriques par le facteur commun. Mais ce n'est pas une obligation. Okay ? Ça a toutefois des conséquences en termes de calcul par la suite sur les valeurs des constantes thermodynamiques, delta H, delta G, delta S, d'accord ? Puisqu'elles dépendent des coefficients stoichiométriques, ces valeurs. Mais on n'est pas a priori obligé de le faire, ce n'est pas une contrainte. Donc, sauf mention contrainte ou mention précisée expressément dans le document où on vous dit de réduire au plus petit facteur commun, a priori, vous pouvez laisser tel que vous trouvez. Et voilà, on a donc notre réaction d'oxydoréduction totalement équilibrée. Et, attendez, je vous demande, je mets le truc en complet pour que vous l'ayez. Donc, la question suivante, vous avez simplement le couple, ça reprend ce qu'on vient de voir jusque-là, d'accord ? Vous avez le couple, donc ici, c'est perchlorate, la partie, donc avec la fonction H devant, c'est de l'acide perchlorique, et des chlorures.
On a donc bien l'élément chlore à deux niveaux d'oxydation différents, très clairement, à vous de l'évaluer. Hein. Et donc, pour ce couple-là, alors vous vérifiez d'abord que vous avez bien effectivement la forme oxydée et la forme réduite. Vous calculez le nombre d'oxydation du chlore dans les deux formes moléculaires présentes, ioniques dans le cas du chlorure, et vous me dites, dans la demi-réaction correspondante, hein, si on l'écrivait, d'accord, donc acide perchlorique plus des électrons donne du dichlore plus tout ce qui va autour, combien d'électrons seraient échangés. Voilà, donc il y a juste un chiffre à renvoyer. Ça monte moins vite que tout à l'heure. Hein. Oui, ça met en jeu plusieurs des notions qu'on vient de voir. Donc ici, n'essayez même pas de dessiner la formule de Lewis de cet acide perchlorique. Vous allez forcément tomber à côté. D'accord ? Pas parce que vous êtes bête, hein, juste parce qu'elle est compliquée à établir. Hein. Voilà, juste ça. Hein. Ah oui, ça semble plus dur que les questions précédentes, là. Parce que tout à l'heure, on en était déjà à 80% là, hein, de réponse. Hein. Alors, n'ayez pas peur de répondre faux. Ça n'a aucune espèce d'importance. Dire que ce n'est pas noté, hein, je ne sais pas qui vous êtes. Okay, mais c'est important que vous essayiez réellement de le faire pour voir si vous avez compris la partie précédente. C'est l'objectif. D'accord ? Donc, ne pas répondre parce que vous n'en êtes pas sûr, ce n'est pas une attitude constructive pour vous. Pour moi, je m'en fous. Hein, mais pour vous. D'accord ? L'idée, c'est réellement de voir si déjà vous avez compris le concept. Si vous avez compris le concept, ça veut dire que vous aurez moins de temps à y passer, évidemment, sur les révisions. Puisque c'est acquis dès le cours. C'est bon, c'est parti. On passe à la suite. Et vous comprenez bien que là, a priori, hein, d'avoir le cours pendant l'examen, ça ne va pas aider énormément. D'accord ? Parce que c'est surtout du blabla qui se trouve à l'intérieur. Il faut savoir l'utiliser. Donc d'avoir le cours sous la main, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Un petit peu de rappel, mais pas forcément très utile, en tout cas sur cette partie-là. C'est bien une idée de compréhension, d'avoir compris comment ça fonctionne. Alors on est bien tous d'accord que le nombre d'oxydation des chlorures ici c'est -1, d'accord ? Bon, ça c'est juste une évidence. Donc la difficulté, elle est simplement de calculer le nombre d'oxydation du chlore dans l'acide perchlorique. Parce qu'après, il suffit de faire la différence. Hein. Voilà, point. Il est juste là. Allez, on va mettre un terme à votre supplice, juste pour voir. Les oxygènes, alors je vous ai donné le nom du composé, hein, ce n'était pas pour rien. En vous donnant le nom du composé, acide perchlorique, tout comme tout à l'heure on avait des chlorates, d'accord ? Ça veut dire simplement que ce n'est pas un peroxyde, pas un peracide, il n'y a pas le mot dedans.
Ça veut donc dire que tout l'oxygène de mon acide perchlorique ici est à moins 2. D'accord? Si tout l'oxygène est à moins 2, avec les 4 oxygènes que j'ai là, je suis déjà à moins 8. Tout le monde est d'accord? Oui? Mais il y a aussi un hydrogène à plus 1. Je suis donc en fait à moins 7. Moins 8 avec les oxygènes, plus 1 pour l'hydrogène. Je suis donc pour l'instant, en comptant que l'hydrogène et les oxygènes, à moins 7. Pour que cette molécule, en termes de nombre d'oxydation, soit neutre, ça fasse 0, il faut forcément que le chlore soit à plus 7. Je vais donc passer de plus 7 à moins 1, ça fait 8. Voilà. Plus 7 moins moins 1, hein, d'accord? Plus 7 moins moins 1, ça fait 8. Donc 8 électrons échangés. Je n'ai rien à écrire au niveau chimique, je n'ai pas besoin d'écrire la réaction. D'accord? J'en aurai besoin ensuite éventuellement pour établir la loi de Nernst, d'accord? Qu'on verra plus tard. Mais là, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai juste à faire la différence de nombre d'oxydation et j'ai instantanément le nombre d'électrons qui seront échangés. D'accord? Et c'est beaucoup. 8, c'est beaucoup. Mais là, c'est les deux extrêmes. Hein. Voilà. C'est le composé le plus oxydé du chlore et le composé le plus réduit du chlore, les deux en présence. Donc forcément, c'est le grand écart entre les deux.